Ici, la voix de l'Amérique. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Monde aujourd'hui. On commence tout de suite par les titres. Un invité de marque à la Maison-Blanche, Kim Yong-chol, est venu remettre à Donald Trump une lettre du dirigeant nord-coréen. Aluminum and other products from the United States. Pluie de contestations contre les États-Unis après l'entrée en vigueur des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium. Au Mali, le gouvernement adopte un projet de loi d'entente nationale. La société civile, elle, entend manifester demain pour exiger une présidentielle transparente. Une fois encore, bonsoir. Kim Yong-chol, le bras droit de Kim Jong-un, est arrivé ce vendredi à Washington, où il a remis à Donald Trump une lettre du dirigeant nord-coréen. La visite survient au lendemain des discussions avec Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine. Cette série d'entretiens semble avoir donné lieu à de réels progrès vers un sommet historique. Les précisions avec Dili Diko. Le général Kim Yong-chol s'est rendu de New York à Washington. Le négociateur en chef du régime et le plus haut dirigeant nord-coréen a foulé le sol américain depuis 18 ans. Sa mission, remettre en personne la lettre scellée du président Kim à Donald Trump. Le vice-président Kim Yong-chol prévoit de remettre lui-même la lettre du président Kim Jong-un. Le sommet proposé crée une ouverture historique permettant au président Trump et Kim de conduire avec audace les États-Unis et la Corée du Nord vers une nouvelle ère de paix, de prospérité et de sécurité. Nos deux pays font face à une période charnière pendant laquelle il serait tragique de gâcher l'opportunité qui se présente. La visite de M. Chol à Washington témoigne d'une véritable embellie entre les deux pays. De l'autre côté du globe, des progrès considérables sont également faits entre Coréens. Après 2 rencontres entre Kim Jong-un et le président de la Corée du Sud, Moon Jae-in, les discussions se poursuivent. Les relations entre les deux Corées peuvent être comparées à une charrette qui roule vers la paix, la prospérité et l'unification. La Corée du Nord et la Corée du Sud sont les 2 roues qui font avancer cette charrette. Aujourd'hui, une délégation sud-coréenne a rencontré des émissaires nord-coréens dans la zone démilitarisée entre les deux pays pour parler de l'amélioration des relations bilatérales et du sommet Trump-Kim prévu à Singapour. Et pour approfondir la réflexion sur ce dialogue entre Washington et Pyongyang et qui tend vers l'organisation donc d'un sommet historique entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et le président américain Donald Trump, nous avons au téléphone en direct depuis Paris Frédéric Castel. Il est journaliste et spécialiste de la Corée du Nord. Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Vous vous êtes rendu l'an dernier en Corée du Nord. Que signifie pour vous cette visite de ce leader nord-coréen à Washington, surtout lorsqu'on sait que c'est un bras droit de Kim Jong-un? Absolument. Le général Kim Jong-chol, qui a 73 ans, est l'un des plus hauts dignitaires. C'est un ex-chef des services d'espionnage, réputé pour être un faucon du régime et visiblement le bras droit de Kim Jong-un. Le fait qu'il soit à Washington, après avoir passé 2 jours à New York, c'est un changement absolument spectaculaire qui montre une volonté très très forte et déterminée d'avoir bien ce sommet le 12 juin à Singapour entre les deux chefs d'État, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Il faut se rappeler que entre la Corée du Nord, et les États-Unis. Et il faut se rappeler que la Corée du Nord et la Corée du Sud et les États-Unis ont terminé une guerre en 1953 et qu'il n'y a jamais eu d'accord de paix depuis. Donc il y a une véritable révolution des deux côtés, et à Washington et à Pyongyang, pour que le président Trump et Kim Jong-un, le leader nord-coréen, rentrent dans l'histoire avec
première rencontre et avec un accord dont on ne connaît pas encore le contenu. Alors, un peu plus rapidement cette fois-ci, l'un des points essentiels de des négociations avec la Corée du Nord, c'est la dénucléarisation. Est-ce que vous avez le sentiment que Kim Jong-un va céder aux pressions américaines? Difficile à dire, c'est l'un des pays les plus secrets au monde, mais les Américains exigent effectivement, comme vous le dites, la dénucléarisation complète et vérifiable. En échange, les Américains sont prêts à arrêter et abaisser les sanctions contre la Corée du Nord, les sanctions draconiennes. Mais il y a beaucoup de scepticisme, évidemment, les deux positions sont extrêmement éloignées et il y a aussi tout l'arsenal militaire américain en Corée du Sud pour protéger la Corée du Sud de la Corée du Nord qu'il faudrait enlever. On voit mal la Corée du Nord arrêter complètement son programme atomique, enfin nucléaire, et son programme aussi de missiles. Merci Frédéric. Merci Frédéric. On aurait pu continuer cet entretien, mais nous sommes pris hélas par le temps. Frédéric Castel, vous êtes journaliste et donc spécialiste de la Corée du Nord. Toujours, on reste ici aux États-Unis. Les taxes américaines sur l'acier et l'aluminium visant principalement l'Union européenne, le Canada et le Mexique risquent de déclencher une escalade dévastatrice pour l'économie mondiale. Certains partenaires commerciaux s'engagent à exercer des représailles contre les intérêts américains. Les précisions de Blanche Sanou. Encore une décision du président Donald Trump qui irrite certains de ses partenaires commerciaux. En effet, l'imposition du droit de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur les importations d'aluminium est entrée en vigueur aujourd'hui. En réaction, l'Union européenne a déposé une plainte à l'OMC contre les États-Unis. C'est regrettable, car cela va causer beaucoup de dommages à notre industrie de l'acier et de l'aluminium. C'est déplorable parce que les relations transatlantiques vont s'affaiblir davantage et les marchés mondiaux vont en pâtir. Le président Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises que les mesures sont nécessaires pour protéger les emplois et les industries américaines dans des secteurs manufacturiers clés. Un avis que ne partagent pas certains responsables d'entreprises américaines. Cela créera une incertitude au niveau des pertes d'emplois, ce qui va pousser beaucoup de familles à s'interroger sur la façon de payer le loyer ou l'électricité, les factures d'eau. Et le président va devoir répondre à des questions comme celle-là. Le Canada a été l'un des premiers à riposter concrètement, imposant de nouveaux tarifs aux produits américains. En réponse à ces mesures, le Canada va imposer des droits de douane sur les importations d'acier et d'autres produits en provenance des États-Unis, représentant la valeur totale de 16,6 milliards de dollars. Le Mexique adopte une position similaire. L'Organisation de coopération et de développement économique appelle les deux parties à sauver le multilatéralisme. Et puis ajoutons que le taux de chômage aux États-Unis est tombé en mai à son plus bas niveau depuis 18 ans à 3,8% avec plus de 223 emplois créés après de solides embauches selon les chiffres du département du travail publiés ce vendredi. Au Mali, certains partis politiques de l'opposition et une coalition de la société civile veulent marcher ce samedi 2 juin 2018 à Bamako pour exiger une organisation transparente de la présidentielle de juillet et l'équité dans le traitement de l'information sur la télévision d'État. Par ailleurs, une convention dite des bâtisseurs vient de voir le jour, une nouvelle alliance de partis politiques pour la présidentielle. La fièvre de la campagne électorale au Mali, c'est un reportage de Kassim Traoré. Dans la capitale malienne, tous les regards sont tournés vers cette grande marche de l'opposition et une coalition de la société civile. La manifestation a été interdite par le gouvernement. Un simple gouverneur ne peut pas arrêter notre marche. C'est pour cela, de façon très claire et nette, nous avons répondu au gouverneur pour dire que notre marche est maintenue pour demain 8h, Inch'Allah. La convention des bâtisseurs est une plateforme de 8 candidats. Leur but est d'aller à l'élection présidentielle en rang serré. Les acteurs qui se sont réunis pour créer cette convention des bâtisseurs sont des hommes politiques de qualité. Et s'ils arrivent à s'attendre bien sur une candidature unique, à l'élection, dès le premier tour, à l'élection présidentielle, moi je pense qu'ils peuvent aller loin.
Pour ce qui est du collectif pour la République et la démocratie CDR, il propose un manifeste à la classe politique. Nous avons proposé une réforme constitutionnelle pour qu'on puisse revoir le mode de désignation, le mandat, afin que la Cour constitutionnelle soit le plus indépendante de l'exécutif. Nous avons aussi proposé que nous puissions avoir une modification, l'introduction dans la Constitution, un référendum d'initiative populaire révocatoire. Bamako, Kassim Traoré pour VOA Afrique. Toujours au Mali, le gouvernement a adopté un projet de loi d'entente nationale destiné à réparer les relations intercommunautaires et favoriser le vivre ensemble. Un vivre ensemble mis à mal par la crise qu'a connue le pays en 2012. Les conflits entre Peul et Dogon dans le centre du Mali se multiplient depuis environ 2 ans, faisant beaucoup de victimes. Nous en parlons dans ce journal avec notre invité, Issa Moussa Sangaré. Bonsoir et bienvenue. Qu'est-ce que vous pensez déjà de l'adoption de ce projet de loi par le gouvernement? L'adoption de cette loi d'entente nationale s'inscrit dans la suite logique de l'application de l'accord d'Alger, issu du processus d'accord d'Alger, signé à Bamako le 15 mai et parachevé le 20 juin de la même année 2015. Il faut savoir que l'accord prévoyait l'organisation d'une conférence nationale et cette conférence a eu lieu entre le 27 mars et le 2 avril 2017. À l'issue de cette conférence, il y a eu la rédaction de ce qu'on appelle la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale, qui avait été remis au président Ibrahim Boubacar Keïta le mois de juin 2017, donc pratiquement 2 ans après la signature de l'accord d'Alger. Alors, cet accord, ce projet de loi est destiné à réparer, selon les termes du gouvernement, les relations intercommunautaires. Quelle est la tension de ces relations-là intercommunautaires au Mali? Il y a une recrudescence de conflits entre les ethnies intercommunautaires, notamment les Dogons et les Peuls. Ces derniers temps, pratiquement les Peuls ont été attaqués à plusieurs reprises par l'armée du Mali, 1 par les groupes armés dans le nord et 3 par les Dogons. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est qu'au Mali, les Peuls et les Dogons ont toujours vécu en parfaite symbiose. Mais il y a eu souvent des cas isolés d'attaques entre Peuls qui ont amené des pertes de vie. Mais c'était des cas isolés. Mais le Mali a toujours su négocier. Le gouvernement a toujours pu amener les 2 parties sur une table afin de pouvoir faire des négociations et le pardon mutuel. Issa Sangaré, je vous remercie d'être venu. Tout à côté du Mali, c'est-à-dire au Burkina Faso, la peine de mort est désormais abolie au Burkina Faso. Donc, l'Assemblée nationale a adopté jeudi le projet de loi du nouveau code pénal dans lequel est consignée cette recommandation. Que pense la population burkinabé, notamment celle de Ouagadougou? Nous avons posé la question, notre correspondant a posé la question aux habitants de Ouagadougou. Donc. L'abolition de la peine de mort, nous savons tous que la vie elle est sacrée et que avoir une loi qui autorise légalement de mettre fin à la vie d'un être humain n'est pas quelque chose de facile à accepter. Le Parlement est allé vite en besogne parce qu'il ne faut pas juste voter et abolir seulement la peine de mort juste pour satisfaire un certain nombre de bailleurs de fonds. Il fallait prendre le temps quand même de réfléchir. Actuellement, nous faisons face à des attaques, à des menaces terroristes, à des attaques terroristes même. Donc je ne pense pas qu'à ce stade-là, abolir la peine de mort, ça soit une bonne chose pour le Burkina. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. C'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas décider d'ôter la vie à quelqu'un comme ça. Parce que c'est pas nous qui l'avons créé. Moi, je suis une croyante en tout cas. Donc, je me dis qu'à ce stade, d'être l'emprisonner et puis tout ça, ça vaut mieux. Mais le tuer, en fait, pour des choses qu'il a commis, bon, ça, c'est pas de notre ressort parce que ça, c'est pas nous qui devons avoir ce dernier recours-là, quoi, en fait. Je félicite la décision. C'est une très bonne initiative parce que souvent, c'est un peu compliqué. Mais si on a aboli ça, au moins, c'est bon. Notons que cette loi permettra l'extradition par la France de François Compaoré, frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. Il est poursuivi dans l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. Vous regardez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Merci d'être avec nous.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Koffi Olomide sera jugé en France. Le chanteur congolais est accusé d'agression sexuelle et de séquestration de ses danseuses entre 2000 et 2006. Et puis, nous irons à Abidjan à la rencontre du photographe Franck Fanny et de ses œuvres. La photographie enseignée aux enfants vivant avec le cancer. Aux États-Unis, cela permet de lutter contre le sentiment d'isolement et de dépression. Nous le verrons dans ce journal. C'est vendredi et comme tous les vendredis, c'est l'heure du rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité culturelle dans Culture Hebdo. Roger Muntu est là. Bonsoir Roger. Bonsoir John. Alors la nouvelle fait parler d'elle-même en Afrique et partout à travers le monde. Koffi Olomide renvoyé à un procès pour agression sexuelle en France. Le chanteur congolais Koffi Olomide John sera jugé en France, accusé d'avoir à plusieurs reprises agressé sexuellement et séquestré 4 de ses danseuses en région parisienne entre 2002 et 2006, indique une source judiciaire. John, la star de la rumba congolaise, âgée de 61 ans, a été renvoyée le 31 janvier en correctionnel par une juge d'instruction de Nanterre, près de Paris, pour des faits qui se seraient déroulés notamment dans un pavillon d'Asnières-sur-Seine, région parisienne que l'artiste louait et où il hébergeait ses danseuses en marge des concerts ou d'enregistrements dans l'Hexagone, selon cette source. Parti précipitamment de France en août 2009, alors que sa mise en examen assortie d'une demande de détention provisoire avait été requise par le parquet de Nanterre. Koffi Olomide et Depi John sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Voilà, donc Koffi Olomide et ses déboires avec la justice mais une première édition du défilé Carnaval des petits écolos à Pointe-Noire au Congo. Une très bonne chose pour nos amis de Pointe-Noire. L'agence B2B Congo filiale et B2B Gabon dirigée par Elisabeth Ogula Belle-Rose et la fondation Abzi, la fondation Abzi représentée au Congo par Caterina Cipriani sont en train d'organiser jusqu'au 9 juin à Pointe-Noire la première édition du défilé Carnaval des petits écolos. L'objectif, John, de ce défilé Carnaval dans les écoles de Pointe-Noire est de sensibiliser les familles par le biais des enfants à l'importance de préserver l'environnement. C'est une opération que B2B Gabon mène depuis 2010 au Gabon et qui a permis de sensibiliser près de 50 000 enfants, soit plus de 100 000 personnes en prenant en compte les foyers. Écoutons Madame Elisabeth Ogula Belle-Rose au micro de Nicolas Degos. Je suis en train de mener un projet avec les enfants dans le cadre de l'environnement. C'est un projet qui a déjà été fait au Gabon. Il s'agit simplement de célébrer la Journée mondiale de l'environnement, mais de le célébrer d'une manière assez originale. C'est-à-dire de partir vers les enfants et d'en faire nos ambassadeurs à travers un programme de sensibilisation, une caravane, et que ces enfants, à l'issue de cette caravane, ils deviennent nos ambassadeurs, ils deviennent nos alliés pour la protection de la nature. Quand je parle de protection de nature, je parle de l'environnement, je parle des espèces humaines et végétales. À l'issue de cette caravane, ils s'approprient l'environnement et ils changent leur comportement, ils changent aussi le comportement de leur entourage. Ça marche. Et tout de suite, place à notre agenda culturel. Toujours, merci Roger. Merci, et toujours pour compléter cet agenda dont à Douala se tient demain donc Douala Fair
art de notre collègue Diane Audrey Ngako. Alors, on quitte donc Roger pour parler d'une découverte en photographie. L'Ivoirien Franck Fanny qui nous amène dans son atelier d'Abidjan. Franck Fanny nous explique comment il parvient à capturer la cruauté et le réalisme du présent dans ses œuvres. Les détails, c'est avec Irénée Herman Umbo. Nous sommes ici à Abidjan, dans l'espace créatif sacré du photographe ivoirien Franck Fanny. C'est ici que ce talentueux preneur d'images donne vie à ses photographies. Autodidacte et iconoclaste, Fanny s'écarte très vite des sentiers battus. Cette volonté de faire prévaloir son regard avant toute chose est omniprésente dans ses œuvres. C'est des échanges avec des amis qui, eux, sont plus pointus dans certains domaines comme la photographie, que bon, ils m'ont attiré l'attention sur le fait que les photos que je faisais allaient au-delà de la simple photo de vacances et j'ai approfondi les choses. Ces photographies souvent abstraites, retravaillées méticuleusement d'une manière presque obsessive, témoignent de son désir de traduire au plus juste les idées et les sentiments qui nourrissent son inspiration. En général, je sors faire de la photo parce que j'ai besoin de m'isoler ou de me concentrer ou de penser à autre chose. Quand il ne prend pas de photos, Fanny rejoint d'autres créateurs à la Yolo Media Factory, une société de production audiovisuelle qu'il a créée pour produire du contenu local. Ses collaborateurs disent que son succès en tant que photographe n'est pas une surprise. Il avait toujours un appareil avec lui. Et ce hobby, finalement, on s'est rendu compte que c'est devenu une de ses activités principales. Fanny a exposé en tant qu'artiste dans le monde entier, en Allemagne, en Grande-Bretagne, à Washington et à la Biennale d'art de Venise. Ses œuvres ont suscité l'admiration des visiteurs à la Biennale d'art de Dakar au Sénégal. Le cancer n'est seulement pas une maladie du corps, il affecte aussi le bien-être émotionnel d'un patient. Pour lutter contre les sentiments d'isolement et de dépression, la Fondation Pablo va créer un programme qui enseigne la photographie aux enfants vivant avec le cancer. C'est un reportage d'Elisabeth Lee rendu par Azuma Compaoré. L'apprentie photographe Madeleine Morales a vécu des expériences que la plupart des jeunes de 15 ans n'ont pas eues. Elle a subi une chimiothérapie et une radiothérapie. Mais aujourd'hui, elle va vivre une expérience unique. Une exposition photo dans une galerie avec ses photos à elle. Des images qui reflètent son parcours dans sa lutte contre le cancer. Je pense que la photographie et la foi en Dieu m'ont vraiment aidé à rester positive et motivée dans la lutte contre cette maladie. Morales est l'une des 23 élèves qui partagent leur expérience du cancer à travers des photos dans cette galerie. Ils sont diplômés du cours de photographie avancée Chatterbergs de la Fondation Pavlov. Participer à ces cours avec d'autres personnes qui comprennent parfaitement leur expérience et qui se sentent en communion avec eux a été vraiment déterminant et leur a permis de se sentir beaucoup plus à l'aise dans ce qu'ils ont vécu et mieux préparés pour l'avenir. Grâce à la photographie, beaucoup de jeunes étudiants acquièrent une identité qui n'est pas définie par le cancer. Nos histoires vont bien au-delà du cancer. Nous voulons que les gens voient ce que nous voyons, même si c'est à travers l'objectif. Le programme Pavlov Chatterbergs offre des cours dans 8 villes des États-Unis. Les recettes provenant de la vente des tirages iront à la recherche sur le cancer pédiatrique. Voilà donc une initiative bien louable. On change de thème avec Yacouba Ouedraogo. Il nous rejoint en studio pour nous parler de sport. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à vous chers amis sportifs. Nous commençons aujourd'hui par ici même aux États-Unis avec la finale NBA qui a démarré la nuit dernière. Golden State a remporté le premier match de la série finale, mais le grand favori a dû passer par la prolongation 124-114 pour terrasser Cleveland et sa superstar LeBron James, monumental avec 51 points, un record dans une finale NBA. King James n'empêche, reste déçu du résultat. On le suit. Je vis toujours dans le présent. Je ne sais plus combien ça a été frustrant pour moi de perdre de par le passé. Je pense que nous avons tout joué aujourd'hui autant que nous l'avons fait les saisons précédentes. Nous nous sommes donné une chance, possession après possession.
Du foot et moment de frayeur pour le Sénégal. Le match Luxembourg-Sénégal 0-0 en préparation pour le Mondial 2018 a fait 3 blessés chez les Lions de la Teranga. Salut aussi Ismaël Assa et Mambiram Diouf ont été touchés. Mambiram Diouf doit subir des tests pour savoir s'il n'a pas une commotion cérébrale. En effet, l'attaquant des Lions de la Teranga s'est cogné la tête avec Carlson Drake, milieu de terrain luxembourgeois. Il a tenu sa place jusqu'à la fin du match, mais une fois dans les vestiaires, il s'est manifestement senti mal et a été évacué à l'hôpital. Ismaël Assar, lui, s'est blessé à la cheville à la 70e minute. Même blessure pour Saliou 6 qui a reçu une bonne semelle. C'est tout pour ce qui est de l'actualité sportive aujourd'hui. John? Merci Yacouba. Alors on va au Togo découvrir des chaussures faites à base de pain tissé de cuir et de pneus recyclés. Les chaussures de marque Mablé Agbodan, handmade in Togo, fabriquées sur mesure, font donc leur première expérience sur le marché. C'est un reportage de notre correspondante à Lomé, Kaï Laoson. Le Togo produit des chaussures qu'il exporte. Ces chaussures portant le label Fémé sont produites dans les ateliers du Club des métiers d'art et d'artisanat du Togo. Un centre créé par Mablé Agbodan, une Togolaise architecte d'intérieur et designer qui, de retour de Londres, a voulu donner l'opportunité aux artisans togolais de mieux se vendre. Je pense que l'artisan africain, spécialement togolais, a beaucoup de talent. Nous manquons beaucoup de précision et de rigueur dans nos travaux, dans nos réalisations. Et c'est ce que je veux apporter à l'artisanat de notre patrie. Cette unité de chaussures qui a commencé sa production en avril 2018 fabrique une trentaine de paires par mois. Pour un début, la production se fait sur commande. Il faut noter que ce sont les matières utilisées qui font la spécificité de ces chaussures. On utilise plus les tissus de Togo, de différents cuirs que les gens ne pensent pas en avoir. On a même des cuirs de poissons. L'unité de maroquinerie ne produit pas que des chaussures. On fabrique également des sacs, des pochettes, des ceintures et même des trolleys faits avec du bois, du fer, du sac de jute et du pneu. Situé à Goreke dans la banlieue est de Lomé, le Club des métiers d'art et d'artisanat du Togo dispose de différents ateliers, notamment de menuiserie, de tapisserie, de décoration d'intérieur et de couture. Kyle Lawson pour VOA Afrique, Lomé. Des chaussures qu'il vous faudra donc pour votre week-end. C'est la fin de cette édition du Monde aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Retrouvez Anastasie Tudièche dès lundi, même heure, même lieu, sur cette même antenne. Excellent week-end à toutes et à tous.